Bonjour à tous. Suite à l'analyse de thème que j'avais faite sur Kate Middleton et des bons retours que j'ai reçus, je vous en remercie, j'avais publié un sondage sur YouTube pour vous proposer de choisir quelle célébrité serait étudiée parmi trois proposés. Donc il y avait Isabelle Adjani, Karine Le Marchand et Barbara. Et c'est donc Karine Le Marchand qui a gagné. Vous avez été plus de 200 à voter et c'était assez serré. Et donc je vais consacrer cette vidéo à l'analyse du thème de Karine Le Marchand. Et vous allez voir que c'est assez intéressant à étudier au vu de ce que l'on sait d'elle et de ce qu'elle a raconté sur sa vie dans la presse. Alors inutile de la présenter, juste rappeler qu'elle a été animatrice radio, puis télé. Elle a présenté et présente encore plusieurs émissions, dont la plus emblématique est L'amour est dans le pré. Alors j'avoue que ça fait plusieurs années que je ne la vois plus à la télé, c'est plus un média que je regarde beaucoup. Par contre, je l'entends régulièrement aux Grosses Têtes, l'émission radio animée par Laurent Ruquier, où j'apprécie beaucoup son humour et son franc-parler. Alors je donnerai des indications sur sa biographie au fur et à mesure de l'étude de son thème astral. Donc le voici. Elle est née le 16 août 1968 à 16h45 à Nancy. Lors de sa naissance, le soleil était situé dans le signe du Lion, normal pour un 16 août, et à cette heure-ci, le signe du Sagittaire se trouvait au niveau de l'horizon est, la flèche sur la gauche. Elle est donc ascendant Sagittaire. On voit que l'ascendant est à la toute fin du signe du Sagittaire. Alors décidément, j'ai pas de chance. À chaque fois, quasiment, que j'étudie une personnalité, l'ascendant est à la limite de 2 signes. Et bon, ici ça va. L'ascendant passé en Capricorne à 16h54. L'heure de naissance, même arrondi à 5 minutes près, est assez précise pour s'y fier. Elle est donc Lion, ascendant Sagittaire. Alors on peut déjà noter que nous avons affaire à 2 signes de feu. La planète qui gouverne le signe du Sagittaire est Jupiter. Jupiter est donc son maître d'ascendant, et celui-ci est situé dans le signe de la Vierge. Ce signe est donc valorisé, d'autant plus qu'on remarque qu'il contient 5 planètes, soit la moitié des planètes. Autre signe valorisé, celui qui contient la Lune, c'est donc le Taureau. On voit que la Lune est à la toute fin du signe du Taureau, 29°57. Si Karine était née 7 minutes plus tard, elle aurait été située dans le signe des Gémeaux. Je reparlerai un petit peu plus tard de tous ces éléments situés en toute fin de signe. Le milieu du ciel, un angle du thème, comme l'ascendant, est aussi à la limite de 2 signes. Alors c'est peut-être pas un hasard, c'est toujours intéressant de s'interroger sur ce que veut nous dire un thème lorsqu'on remarque certaines particularités comme ça. J'y reviendrai plus tard, on verra que ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. On a donc 2 signes de feu et 2 signes de terre qui se détachent. Alors au niveau des couleurs, sur le zodiaque, les signes de feu sont en rouge, les signes de terre en marron, les signes d'air en vert et les signes d'eau en bleu. Après les signes valorisés, on cherche les planètes dominantes qui vont nous donner avec les signes les caractéristiques principales d'une personne, une sorte de toile de fond. Les autres éléments du thème astral devront ensuite être étudiés en tenant compte de ça. Donc les planètes dominantes sont en premier lieu les planètes angulaires, donc proches d'un angle du thème, en priorité l'ascendant et le milieu du ciel, puis le descendant et le fond du ciel. Alors ici on n'en a qu'une, c'est Saturne, conjoint au fond du ciel, c'est donc la planète dominante. On peut quand même ajouter 3 autres planètes qu'on pourrait appeler dominantes secondaires ou sous-dominantes. C'est Mercure, Neptune et Vénus. Mercure, car c'est la planète qui gouverne le signe de la Vierge, et on a vu que ce signe était bien valorisé car il contient 5 planètes. Neptune forme un aspect fort aux 2 luminaires, un carré à la Lune et au Soleil. Les deux luminaires étant eux-mêmes reliés par un carré, ce qui forme une figure planétaire appelée carré hanté. À noter que le carré Soleil-Neptune est exact à 1/100 de degré près, ce qui lui donne d'autant plus d'importance. Et Vénus, car elle est conjointe à Jupiter, son maître d'ascendant, ce qui a toujours à prendre en compte, d'autant que la conjonction est assez serrée. On a donc un thème marqué par le feu et la terre. Alors je me souviens de l'une de mes enseignantes en astrologie qui qualifiait ces thèmes, feu-terre, de thèmes bulldozer. Alors le thème est un peu fort, mais ça montre la capacité de ces personnes à avancer sans que rien ne puisse les arrêter. Il y a l'énergie, la mise en action, la motivation de l'élément feu, alliée à la capacité de construction, au côté pratique, ancré, pragmatique de l'élément terre.
Les signes solaires et ascendants sont du même élément, le feu. Il y a donc beaucoup de valeurs communes entre son centre de vitalité, ce qu'elle rayonne, et sa façon d'aborder les choses, de se comporter, mais aussi la façon dont elle a pris conscience de son identité. Champ d'expérience de la maison 1, qui débute à l'ascendant. Ce qu'elle dégage, ce qu'on perçoit d'elle lorsqu'on l'observe, est donc proche de sa tonalité profonde. Il y a une sorte de cohérence et une certaine fluidité pour se montrer tel que l'on est, un côté entier, lorsque le soleil et l'ascendant sont dans un signe de même élément. Ici, avec un soleil en Lion et un ascendant Sagittaire, on ressent tout de suite une personne solaire, extravertie, rayonnante. Le soleil est chez lui, dans le signe qu'il gouverne, le Lion, et peut irradier naturellement, aidé par l'ascendant Sagittaire. Avec ces deux signes, la personne est chaleureuse, enthousiaste, optimiste, expressive, généreuse, et sait entraîner les autres, les motiver, les encourager. Ce feu donne également un côté meneur d'homme et permet d'insuffler la vie aux entreprises à ce qu'elles mettent en place. Un autre point commun entre ces deux signes est le besoin d'agir en fonction d'un idéal. Si l'individu marqué par ces deux signes trouve une cause en lien avec ses idéaux élevés, elle est capable d'accomplir de grandes choses grâce à une motivation qui dépasse sa propre individualité. Le risque pour un lion ascendant Sagittaire est de tomber dans une sorte de théâtralisation, de se mettre en scène en permanence. Le besoin d'expression du lion et l'importance pour ce signe d'être entendu et gratifié, ainsi que son goût parfois pour la grandiloquence, pourrait lui faire perdre toute mesure et toute retenue, entraîné en ça par l'enthousiasme du Sagittaire. Il y a un risque d'inflation du moi ou de prendre toute la place dans son rapport avec les autres notamment. Un risque aussi de se battre pour des idées ou des causes sans tenir compte des contraintes matérielles ou de la faisabilité. Mais ici, dans le thème de Karine Le Marchand, les autres éléments dominants empêchent ces exagérations. On a vu que le maître d'ascendant était en Vierge, signe beaucoup plus humble que le Lion, et la Lune en Taureau, signe plus réservé, plus stable, plus lent, plus dans le contrôle. Ces deux signes sont aussi beaucoup plus ancrés, bien plus pragmatiques que les signes de feu. Il y a donc chez elle toute l'énergie, la chaleur, l'expression, la spontanéité et l'enthousiasme des signes de feu, mais avec un garde-fou, entre guillemets, cette terre qui évite les excès du feu. On a vu que Saturne était la planète dominante de son thème. Elle aussi permet une canalisation de la fougue du feu. C'est une planète de terre. Alors, connaissant Karine Le Marchand, à travers ce qu'on voit d'elle dans les médias, je n'aurais pas deviné l'importance de cette planète dans son thème, et donc qui fait d'elle une saturnienne. Les saturniens sont des personnes très responsables, très consciencieuses dans ce qu'ils entreprennent. Ils ont un côté perfectionniste, ce qui est sûrement son cas, vu l'importance du signe de la Vierge dans son thème, qui est un signe également perfectionniste. Un Saturne fort dans un thème pourrait enfermer la personne dans une trop grande rigueur, lui donner un côté plus austère, plus négatif, fermé d'esprit. Mais ici, c'est un beau Saturne. Même s'il n'est pas le plus à son aise dans le signe du Bélier, il est bien relié aux planètes dites personnelles, un trigone serré au Soleil et un autre un peu plus large à Mercure, ainsi qu'un autre trigone à l'ascendant. C'est donc un Saturne structurant, qui n'est pas enfermant, qui n'est pas bloquant, ni frustrant, mais un Saturne qui verticalise, qui donne une certaine droiture, une assurance, une confiance en qui elle est. Cette planète permet aussi beaucoup d'autodiscipline, de rigueur, leur qualité sans doute utilisée dans sa profession, mais aussi dans son hygiène de vie. C'est une sportive qui fait très attention à son corps. Elle en parle parfois dans les interviews. Ce Saturne bien relié au Soleil et à l'ascendant renforce considérablement le moi, la force de la volonté, et permet d'éviter des glissements neptuniens dont je parlerai après. On verra toutefois que la position de Saturne indique toujours un point à travailler, qui pose problème au départ, quel que soit le thème. On a donc une belle alliance entre la terre et le feu dans son thème, un bon équilibre, mais qui cache aussi un autre aspect, une carence en signes d'air et d'eau. On n'a qu'une planète dans le signe de ces éléments, c'est Neptune en Scorpion, un signe d'eau. Mais c'est une planète générationnelle. Elle reste plus de 10 ans dans chaque signe, et donc elle ne permet pas à elle seule de valoriser les signes d'eau. Alors les signes d'eau nous parlent de nos émotions, de notre sensibilité, de notre vie intérieure. Lorsqu'ils sont peu ou pas valorisés dans un thème,
la personne a souvent du mal à gérer ou à canaliser ses émotions et sa sensibilité. Alors, cela ne veut pas dire qu'on est insensible, mais il peut y avoir des difficultés avec cette partie de soi-même, son propre ressenti et aussi sa vie affective. Chez certaines personnes, cela peut se traduire par des débordements émotionnels. On ne sait pas gérer ces émotions qui nous traversent et elles prennent momentanément le contrôle. Chez d'autres, il peut y avoir au contraire une tendance à se couper de cette partie de soi, un ressenti intime qui fait peur, qui échappe à tout contrôle mental. Et si on regarde les deux planètes d'eau dans son thème, Neptune et la Lune, on voit qu'elles sont en opposition l'une par rapport à l'autre. Les deux formant un carré au Soleil, cette configuration appelée carré hanté que j'évoquais tout à l'heure. La Lune nous parle de notre sensibilité, de nos émotions, de nos habitudes instinctives, de notre sentiment de sécurité intérieure. En opposition à Neptune, planète importante dans son thème, on l'a vu, planète de dissolution, planète d'infini, elle est signe d'une très grande sensibilité, d'une très grande réceptivité à ce qui l'entoure, aux ambiances, aux autres, à leurs souffrances. Neptune est la planète qui dissout la frontière entre les êtres. Elle cherche à créer un sentiment d'unité avec les autres, avec l'univers, un sentiment de fusion où les différences seraient gommées. Les valeurs neptuniennes sont des valeurs de compassion, la sensation d'être en lien avec les autres, même s'ils ne sont pas proches de nous physiquement, le sentiment de faire un tout avec l'univers. Lorsque cette planète forme un aspect tendu avec la Lune, la sensibilité est très augmentée. Il y a dans cet aspect une très grande empathie, on ressent ce que l'autre ressent, mais cette perméabilité avec le monde extérieur est aussi très déstabilisante, en opposition comme ici. Il y a un risque de se perdre, une tentation de fuir une réalité parfois difficile à supporter. Heureusement, le reste du thème, et Saturne entre autres, lui permet de rester droit dans ses bottes, de ne pas se perdre dans ce monde neptunien mouvant et sur lequel on n'a pas de prise. On ressent bien chez elle, je trouve, cette sensibilité, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, notamment dans ses émissions où la force de son moi et celle de Saturne lui permettent de garder le contrôle et d'assumer pleinement son rôle. Mais les choses sont sans doute très différentes lorsqu'elle n'a pas la distance que lui permet un cadre professionnel. C'est en fait l'ensemble de la configuration planétaire qu'il faut prendre en compte lors de l'interprétation, le fameux carré hanté. C'est une figure de grande tension intérieure, mais qui permet aussi d'avancer, de se surpasser, d'agir ou de réagir pour utiliser les énergies en jeu à des fins constructives et évolutives. Ici, c'est Neptune qui colore l'ensemble, incluant les deux luminaires, la Lune et le Soleil. Si son thème avait été davantage marqué par l'eau, avec aussi un Saturne moins fort et plus dissonant, ce carré hanté aurait pu la faire dériver assez loin. Avec cette configuration, on idéalise le monde, on est souvent ailleurs, dans une réalité subjective, idéale, et on peut avoir tendance à vouloir y rester, à fuir le réel par tous les moyens possibles, que ce soit par des moyens chimiques, alcool, drogue ou médicaments, ou par des activités qui nous permettent d'échapper à un monde qui ne nous convient pas. On est aussi beaucoup plus impressionnable et influençable. On peut errer toute son existence avec un objectif de vie très flou, une image de soi pas très nette ou changeante, et cette hypersensibilité au monde extérieur. Elle a donc su garder cette droiture saturnienne, éviter les pièges de Neptune, même si ça n'a pas forcément été toujours le cas, on le verra plus loin. Un Neptune fort, comme ici, et dissonant, peut aussi être sublimé, utilisé dans des activités neptuniennes. Cela permet de vivre cette partie de son thème sans tomber dans les travers de la configuration. Cela peut passer par des activités liées à la spiritualité, par exemple. Ça peut être le yoga, la religion, la méditation, mais aussi des activités artistiques où on peut laisser libre cours à son inspiration, où on peut s'oublier à travers l'art qu'on exerce. La peinture en fait partie, mais aussi la musique. Karine Marchand a pratiqué la harpe et la flûte traversière durant plusieurs années au conservatoire et voulait devenir chanteuse quand elle était jeune. Alors, la pratique de ces instruments lui a permis d'allier son côté neptunien, mais aussi saturnien, dans la discipline qui exige l'apprentissage d'un instrument de musique. Pour le côté chanteur, on est plus dans les signes de feu dont je parlais au départ, le lion ascendant sagittaire, qui aime être vu, entendu, briller. Elle a su, par sa carrière, trouver une autre voie pour permettre à ses valeurs feu de s'exprimer.
Un Neptune fort dans un thème donne aussi conscience de l'existence d'un monde invisible qui nous entoure, d'autres réalités. Cette planète, dans ce thème, permet en outre une ouverture d'esprit. Elle lui évite d'être trop terre-à-terre, trop attachée au côté matériel de l'existence. Il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, Karine Le Marchand parlait aux grosses têtes de son intérêt pour l'ésotérisme, pour l'astrologie, pour les sciences occultes en général. Et ça m'a surpris d'ailleurs, je la pensais pas ouverte à ce genre de choses, et je comprends mieux maintenant quand je vois son thème. Alors le Soleil est la planète apex de ce carré hanté, elle est située à la pointe des deux carrés, c'est donc une planète qui pose problème, qui crée une tension ou un tiraillement interne. Alors je ne sais pas si elle a ou a eu des problèmes d'ego, des problèmes de susceptibilité que pourrait indiquer cette position. Là aussi, le trigone de Saturne au Soleil permet de tempérer et de stabiliser les choses. Alors ce n'était peut-être pas le cas plus jeune, avant 30 ans. 30 ans qui est l'âge du premier retour de Saturne en transit à sa position natale. Et donc qui est un âge important pour les Saturniens, où on gagne beaucoup en maturité. Mais le Soleil symbolise aussi l'image paternelle dans un thème astral, de même que la Lune, l'image maternelle. Et je reviendrai plus tard sur cet aspect du thème qui pose question. On a vu que Vénus et Mercure étaient aussi bien valorisés. Ce sont des planètes relationnelles qui montrent son besoin d'échanger, de partager, de créer des liens. Ce Mercure fort, valorisé par l'importance de la Vierge, mais aussi par sa conjonction à Jupiter, son maître d'ascendant, compense l'absence de planètes en signe d'air. C'est un beau Mercure, très à l'aise dans un signe qu'il gouverne, la Vierge, et bien relié globalement aux autres éléments du thème. Un trigone à l'ascendant et à Saturne, et un sextile au milieu du ciel. Mercure symbolise notre fonction mentale, il donne des indications sur notre façon de penser, de réfléchir, mais aussi de communiquer. On a là une forme d'intelligence analytique, logique, en Vierge, un grand sens pratique et une certaine profondeur d'esprit, avec le bon aspect à Saturne. Il y a une grande aisance relationnelle avec ces deux planètes, Mercure et Vénus conjointes à Jupiter, et des bons aspects de Mercure. Ce dernier, Mercure, est d'ailleurs bien relié au milieu du ciel, ainsi que le Soleil. Le milieu du ciel marque le début de la 10e maison. 10e maison qui est le champ d'expérience de notre vie extérieure, notre participation à la société qui passe en général par notre profession. Et donc, elle peut facilement et naturellement utiliser son aura, ce qu'elle dégage, le Soleil, ainsi que son bagou, son aisance verbale, Mercure, dans le cadre de sa profession. Par contre, Mercure est aussi en carré à la Lune. Alors ce sont les deux planètes les plus rapides, reliées par un aspect tendu. Elles indiquent une forte réactivité, une vivacité mentale, une certaine nervosité, qui aurait été plus forte toutefois si la Lune avait été en Gémeaux. Alors c'est un carré dissocié, c'est-à-dire qu'il relie deux planètes qui ne sont pas dans des signes en carré. Donc fin Taureau pour la Lune et début Vierge pour Mercure. On voit là le côté très direct de Karine Le Marchand. Alors, il y a bien sûr l'ascendant Sagittaire, extraverti, qui n'est pas dans la retenue, mais ce carré Lune-Mercure ajoute de la répartie, une facilité à exprimer directement et sans censure ce qu'elle a envie de dire. Alors, cela lui a peut-être joué des tours d'ailleurs, car on a une tendance à dire tout ce qui nous passe par la tête. Par contre, cette répartie peut aussi être utilisée sous forme d'humour, un humour saturnien. La planète est dominante et en trigone à Mercure, donc un humour parfois à froid, qui pique au vif. Mercure est en maison 8, maison qui est en analogie avec le Scorpion, le 8e signe, et donc elle sait viser juste dans ses remarques ou commentaires, là où ça fait réagir. Il y a un grand sens psychologique avec cette maison 8. Alors la conjonction de ces deux planètes, Mercure et Vénus à Jupiter, sont la marque du bon vivant, qui aime profiter de la vie. La conjonction Vénus-Jupiter est l'aspect typique de l'épicurisme, de la personne faite pour goûter aux joies simples et aux plaisirs que la vie peut nous offrir. Alors c'est quand même à relativiser, car la conjonction est située en Vierge, signe beaucoup plus retenu sur ces questions. Il ne faut pas oublier également l'importance de Saturne dans son thème. On a donc une bonne vivante, mais dans un cadre mesuré, contrôlé. La conjonction Vénus-Jupiter donne souvent une capacité à séduire, un charme naturel, sans forcer.
La vie affective ne pose généralement pas de problème lorsqu'on a un tel aspect dans son thème. On aime donner de l'affection et l'autre nous le rend bien. Il y a une sorte de circulation fluide et constante d'énergie entre soi et les autres. Il y a un côté hédoniste dans cette conjonction, mais en Vierge, il y a aussi la prise en compte de la dimension matérielle de l'existence, une réalité, un côté raisonnable qui peut jouer dans le choix des partenaires. Alors je n'ai pas parlé de Mars, cette planète est en Lion, comme le Soleil. Mars nous parle de notre façon de nous affirmer, de nous défendre, d'entrer en action, de notre manière de faire pour accéder à ce que l'on convoite, symbolisé par Vénus. En Lion, il y a une affirmation expressive, ferme, parfois une tendance à vouloir bousculer les choses et à vouloir dominer les autres. Toute la personnalité s'exprime dans les actions, dans ce qu'elle fait, avec beaucoup de créativité. La Lune en maison 5, maison en analogie avec le Lion, le 5e signe, va d'ailleurs dans ce sens, le besoin d'exprimer qui elle est. Ce Mars en Lion suggère une certaine ambition aussi. On veut faire grand, beau et bien. Le signe du Lion préfère ne rien faire que de faire du médiocre. Alors on remarque dans son thème l'importance de la maison 8, qui contient beaucoup de planètes. Cette maison est entre autres celle du fruit de la relation, de notre transformation interne qu'engendre une relation forte. Ce qu'une relation de couple, notamment, révèle de notre inconscient et de notre personnalité. Les planètes situées en maison 8 sont amenées à être transformées, à se confronter à l'autre. Elle devra donc faire l'expérience de ces relations, qu'elles soient affectives mais aussi professionnelles, dans le cadre de partenariats ou d'associés, pour que puissent changer ces planètes, pour que les fonctions psychiques qu'elles représentent puissent s'exprimer pleinement. On a deux planètes importantes dans cette maison, le Soleil et Jupiter, maître d'ascendant, qui sont très liés à notre identité. Et c'est donc à travers la relation, en acceptant ce que l'union avec une autre personne change en elle, qu'elle prendra toute la mesure de son thème et que la personnalité profonde se révélera. Alors là, on est dans la sphère intime, personnelle, donc seul l'intéressé pourrait nous renseigner sur la façon dont elle le vit. Ces planètes en maison 8 indiquent en outre un attrait pour ce qui est caché, invisible, en particulier lié au psychisme humain. On s'intéresse souvent à notre façon de fonctionner, aux mécanismes inconscients. Alors, en cherchant rapidement sur Google, j'ai vu qu'elle avait publié un livre qui s'appelle « Devenir heureux », où elle donne la réplique à des psychologues et des psychanalystes, ce qui va tout à fait dans le sens d'une maison 8 chargée. Alors, concernant sa vie sentimentale, justement, on connaît certaines des personnes avec qui elle a été en couple. On sait donc qu'elle a vécu plusieurs histoires d'amour qui l'ont sûrement comblée de bonheur. Avec une conjonction Jupiter-Vénus, on accède facilement à la satisfaction de ses désirs. Si Vénus avait été conjointe à Saturne, l'antithèse de Jupiter, cela aurait été plus compliqué et les ruptures auraient été sans doute vécues de façon plus dramatique. La conjonction Vénus-Jupiter est cependant en sesquicarré à Saturne. Alors c'est un aspect mineur, c'est moins important que si c'était agi d'un carré ou d'une opposition. Mais j'en tiens compte car les deux planètes sont en sesquicarré serré, moins de 1 degré d'orbe, donc moins de 1 degré de marge, de part ou d'autre, de l'aspect exact, avec Saturne. Le sesquicarré est un écart de 145 degrés entre deux planètes. Avec cet aspect, même si on profite à fond de la vie, de ses plaisirs, de ce que la vie a à nous offrir, donc la conjonction Vénus-Jupiter, l'aspect à Saturne implique quand même que quelque chose en elle reste sur sa fin, qu'elle ne trouvera pas un épanouissement total dans la relation amoureuse si elle n'a pas conscientisé et compris qu'une petite partie de ce qu'elle cherche à l'extérieur, chez l'autre, est en fait une partie d'elle à soigner. Alors c'est un petit travail à faire sur soi, c'est pas la peine de se lancer dans une psychanalyse pour ça, et peut-être que ce petit travail est déjà fait, mais voilà, il faut le signaler pour être exhaustif. Ce qui pourrait davantage freiner un plein épanouissement affectif et son équilibre émotionnel, c'est le carré Lune-Soleil, qu'on a déjà vu dans le cadre de la configuration du carré hanté. Lorsque ces deux planètes forment un aspect comme un carré ou une opposition, il y a souvent une tension interne permanente. Il est plus difficile d'être à l'aise avec soi-même. Il peut y avoir un décalage entre nos besoins profonds, nos ressentis,
et notre conscience de nous-mêmes, ce qu'on croit avoir besoin. Et tout ça est augmenté par Neptune, qui vient brouiller les cartes encore plus. Alors, c'est pas un dessin planétaire facile à vivre, surtout lorsqu'on est jeune. En prenant de l'âge, on arrive mieux à se comprendre, on fait avec, on apprivoise ses tensions, mais cela a dû être compliqué pour elle il y a quelques années ou quelques décennies. Alors j'ai vu en faisant des recherches qu'elle avait parlé aux médias de certaines addictions et de troubles du comportement alimentaire qu'elle avait eu dans le passé. Ce carré hanté, avec cette lune dissonante en taureau, signe lié à l'alimentation, a sûrement beaucoup joué dans ce mal-être. La lune représente la manière de nous ressourcer, de nous sécuriser émotionnellement, et en taureau, il n'est pas surprenant qu'on cherche à remplir une sensation de vide par l'alimentation. Alors j'évoquais plus haut des images parentales, symbolisées par la lune et le soleil. Alors ça ne renseigne pas sur les parents de façon objective, sur leur comportement ou leurs agissements, mais ces planètes représentent les parents ou les personnes qui nous ont élevés, tels qu'on les a cristallisés dans notre esprit dans la petite enfance. Elles montrent ce à quoi on a été particulièrement sensible chez eux. Ici, le soleil est apex, comme on a vu tout à l'heure, et en maison 8. Il est carré à Neptune, ce qui brouille l'image paternelle. Avec un carré ou une opposition soleil-Neptune, ici le carré est exact, le père est souvent ressenti comme absent. Il a pu être réellement absent, décédé prématurément ou séparé de la mère très tôt, mais aussi accaparé par son travail et très peu présent à la maison, ou alors absent psychologiquement, en proie à une dépression ou un désordre mental qui l'empêcherait d'assumer ses fonctions parentales. En préparant cette vidéo, j'ai appris que son père avait quitté le foyer familial lorsque Karine Le Marchand avait 1 an et demi. Elle ne l'a revu que des années plus tard, une fois adulte, à l'occasion d'un reportage qu'elle faisait en Afrique. Alors cette absence a marqué son parcours, mais a aussi forgé son caractère. Il y a quelques années, elle a déclaré aux médias, je cite, « L'absence, ça peut vous casser ou vous donner des ailes dans la vie. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu cette situation. » Donc on voit bien là les deux réactions possibles, avec ce carré hanté incluant les deux luminaires et Neptune, soit fuir la réalité et errer à la recherche d'un paradis perdu, soit en faire une force et se servir de manière constructive de cette sensibilité neptunienne, sensibilité parfois à fleur de peau. Avec la force de caractère décrite par le fond du thème, le feu, la terre, ce Saturne fort, qui verticalise, qui maintient debout, elle a su devenir la Karine Le Marchand qu'on connaît, pleine de vie, d'humour, de franc-parler, même si derrière tout ça, il y a des blessures et des doutes. Ce Saturne est conjoint au fond du ciel, l'un des 4 angles du thème. Le fond du ciel, point d'entrée de la 4e maison, symbolise nos racines, notre passé, mais aussi notre famille, notre foyer, celui dans lequel on a vécu et celui qu'on cherchera à construire plus tard. Un Saturne conjoint au fond du ciel peut indiquer une atmosphère familiale insécurisante ou trop stricte. Il y a quelque chose de dur, de froid dans cette position. Alors, on pense bien sûr à ce père qui quitte le foyer, à la blessure que cela engendre, et ça peut aussi rendre plus longue la création de son propre foyer plus tard. Avec un Saturne au fond du ciel, les choses se font de façon moins naturelle, moins évidente que pour d'autres personnes. Par contre, il y a une exigence accrue d'authenticité, d'engagement, de durabilité. Donc bien entendu, c'est possible, mais ça prend souvent plus de temps que pour le commun des mortels. Alors dernière chose, j'évoquais au départ cette lune et ses angles, au milieu du ciel et ascendant, qui semblent hésiter entre deux signes. Alors c'est bien sûr un ressenti personnel, mais ça m'évoque l'image d'une âme qui hésite au moment de s'incarner, ou qui laisse peut-être la possibilité à la personne qui l'incarnera de choisir son destin, une part de libre arbitre supplémentaire. Un peu comme ces 2 iodes dont je n'ai pas parlé. Ce sont des figures planétaires constituées de 2 planètes en sextile, chacune en quinconce à une 3e planète. On appelle ça également le doigt de Dieu. Alors l'un d'eux est formé par la Lune, non pas relié à 2 planètes pour elle, mais à 2 angles, l'ascendant et le milieu du ciel, 2 angles eux-mêmes en sextile. La Lune est donc la planète apex de ce dessin planétaire. Alors les iodes sont des figures d'ajustement et de réorientation. Ils indiquent souvent une partie de vie sans but bien défini, qui sont en fait des années de préparation inconsciente,
jusqu'à l'arrivée d'un tournant décisif, en général lors d'un transit planétaire sur la planète Apex. Et l'attention se porte alors sur cette planète, sa maison et son signe. Donc ici c'est la Lune, symbolisant la vie émotionnelle, notre sensibilité, mais aussi notre passé, notre enfance. Et en Taureau et en Maison 5, il y a eu à un moment donné un besoin vital d'exprimer qui elle était et de construire sa vie, son histoire, en se servant de cette Lune plutôt que de la subir par une certaine souffrance intérieure. L'autre iode est formé par Saturne, relié à Neptune et à Uranus par quinconce. Alors il est moins personnel, puisque ce sont 3 planètes lentes. Donc la plupart des personnes nées durant l'été 68 l'ont dans leur thème. Mais on a vu que Saturne avait une importance particulière, car c'est une planète angulaire dans son thème, ce qui individualise ce iode. Ici, c'est Saturne qui est montré du doigt par cette configuration, c'est la planète Apex, d'où son nom d'ailleurs, doigt de Dieu. On a donc 2 figures similaires qui pointent la Lune, planète liée à l'enfance, au passé, aux émotions, et Saturne, planète liée à la maturité, la responsabilisation, le temps. Saturne peut aussi d'ailleurs représenter une figure d'autorité, donc le père, dans un thème. Et le message d'ajustement, d'adaptation de ces iodes, dont l'un d'eux concerne des éléments situés dans le dernier degré ou des 2 derniers degrés d'un signe, nous parle peut-être de ce destin particulier, l'absence du père, un tempérament enjoué qui avance malgré une hypersensibilité et une blessure qu'elle a tenté de penser, tant bien que mal, dans le passé. Peut-être qu'il lui donnait, ces iodes, le choix entre errer, s'apitoyer et relever la tête, utiliser cette sensibilité comme une force et non comme une vulnérabilité. Donc ce sont juste des idées concernant ces iodes au vu du reste du thème et du parcours de Karine Le Marchand. Ces figures ont un côté un peu karmique. Leur interprétation n'est pas indispensable dans l'analyse d'un thème, mais c'est toujours intéressant de se questionner sur leur présence, sur ce que ça nous inspire. J'espère que cette analyse de thème vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.